Fabio Caminagaï, Vincent Tomeret et David Borot, ainsi également que Robert Dumortier. Est-ce que Robert serait par là pour... Voilà, exactement. Robert Dumortier, donc responsable innovation et expérience à bord à la SNCF, mais également, surtout, membre de Le Mans Tech. Alors, on va trouver notre place. Voilà, parfait. Impeccable. Alors, on commence cette table ronde, voilà, pour ouvrir un petit peu, finalement, dans cette 4e édition X-Mobility. Donc, on a vu vraiment de très belles choses. J'ouvre avec Robert, peut-être. On a vu vraiment de très belles choses. C'est quand même quelques belles perspectives qui s'annoncent, finalement. Oui, il y a des choses très différentes avec chacun un petit peu sa vision. Moi, ce que j'ai noté, alors je sais pas si vous partagez, ça va être ma question peut-être à tous les trois, c'est qu'on voit qu'il y a des hybridations de marché, c'est-à-dire qu'on va mixer on va être entre deux transports ou un mix de transports si c'est flexi, des types de transports. Est-ce que l'avenir, c'est des micro-marchés comme ça qui vont se multiplier avec des nouveaux véhicules qui sont plutôt sur des niches, c'est-à-dire moins masse comme on pouvait l'avoir avant. Est-ce que c'est ça l'avenir un petit peu dans votre vision d'entreprise, etc. On passe du mass transit à du micro. L'ensemble c'est du mass transit, mais c'est la micro-mobilité qu'on va multiplier. Alors je prends la parole. Bon, alors c'est parti. On se répartit de toute façon. Oui. En fait, je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui que nos besoins sont multiples, donc les solutions sont multiples. Je pense pas qu'on puisse se déplacer uniquement avec un vélo, uniquement avec une trottinette, uniquement avec un train, avec un métro. On a besoin de beaucoup de choses. On a eu l'habitude de toujours choisir le véhicule dans toute l'histoire de la mobilité. Souvent, on choisit le véhicule qui correspond au pic de notre demande, de notre besoin. Quand vous regardez bien, quelqu'un choisit toujours la voiture qui correspond notamment à ses vacances. J'ai 3 enfants, donc je prends une grosse voiture parce que je vais au ski. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça délimite ces choses-là. On peut consommer les choses différemment. On peut utiliser une voiture légère, peu encombrante, parce que tous les jours, on se déplace tout seul. Les enfants vont à l'école de leur côté en prenant le métro, en prenant le bus, en prenant quelque chose. Et puis le jour où j'ai besoin d'un monospace, de quelque chose de grand, etc., je le loue, je trouve une autre solution. Donc, en effet, je pense que la solution de mobilité de demain, c'est une multitude de solutions. On met tout bout à bout et on essaye de faire le transport le plus efficient. Comme je vous disais, je suis pas venu en moto, même si mon métier c'est de vendre des motos ou des scooters. Je suis venu par le train. Ensuite, j'ai pris un taxi. Après, donc c'est vraiment la chose la plus efficace. Ça a été le transport le plus efficace, je pense. Le plus difficile finalement, c'est l'acceptation aussi. Il faut vraiment que les utilisateurs puissent avoir des choses qui sont adaptées et puis que ça arrive au bon moment, parce qu'on a vu le projet finalement en 71 jusqu'en 87 que j'ai découvert. Finalement, ça rappelle Pop-Up Next, ça rappelle un petit peu ce que David vous nous avez présenté. On était peut-être trop en avance. Alors il y a aussi ce timing de l'innovation. Vous parlez d'Aramis, je pense pas que c'était trop en avance. Il fallait que ce projet soit considéré comme de la recherche. Or, c'était considéré comme un projet avec des acteurs qui disaient tout le temps « on y est presque ». Comme ça, les décideurs, ils ont la trouille. Parce que le « on y est presque » et le fait que ça n'arrive jamais, au bout d'un moment, ils coupent le robinet financier. Non, de la recherche, en recherche, on met l'incertitude au centre de la table. Et ça devient normal. Et ça n'avait pas été pris comme ça. Moi, je dirais que cet oxymore, ce rêve du transport public individuel, il est toujours très vivant. Il y a des projets dans le monde entier. En France, il y a Urban Loop, je crois, qui travaille à Nancy. Oui. Alors, ce qui me préoccupe, moi, c'est plutôt la projection de ces solutions dans la ville dense et dans le mass transit. Lorsque vous vous mettez à transporter 12 millions de voyageurs par jour, ce n'est plus la même chose. Lorsqu'on est à 4 au mètre carré dans le métro, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qu'un cerveau d'un voyageur qui est coincé entre des congénères qu'il ne connaît pas? À un moment donné, c'est aussi une forme de pic, ça s'appelle l'heure de pointe. Peut-être qu'on peut croire que les heures de pointe vont s'étaler, moi je ne le crois pas du tout.
J'ai fait les ponts et chaussées et on m'a enseigné qu'il fallait respecter une matrice origine-destination et qu'il fallait calculer les modes de transport optimaux pour servir tout le monde. Moi, je pense pas trop à cette théorie. Je pense plutôt à la théorie des canaux d'Amsterdam, au sens où vous mettez un canal, ça se remplit d'eau. C'est toujours plein. Alors c'est peut-être l'apanage des grandes villes, mais nous, on doit gérer la masse. Et là-dedans, la cohabitation entre des véhicules qui ne sont pas les mêmes est un véritable enjeu. L'autre jour, j'étais invité à une table ronde en marge du salon de l'auto de Munich, qui a remplacé le salon de l'auto de Francfort, le vénérable salon de l'auto de Francfort, qui s'appelle IAA Mobility 21. Et j'étais surpris de partager la table ronde avec deux designers de compagnies fabricants automobiles, BMW et Polestar. Et en fait, je me rendais compte tout d'un coup que eux n'avaient pas les éléments de contexte. Moi, je leur ai dit, pour me préparer, j'ai pris ma voiture, j'ai roulé dans Paris 3 jours de suite, mais j'ai pas du tout dépassé 30 km/h. Impossible. Et puis, autre chose, j'étais entouré d'insectes qui s'appelaient des piétons, des scooters, des vélos, il fallait que j'en tue aucun. Est-ce que ma voiture me permet de n'en tuer aucun? Mais il faut être surhomme. Enfin, je comprends maintenant le conducteur de bus sur le petit pont qui, à un moment donné, s'est arrêté en disant, et je dis, mais pourquoi t'avances pas? Mais je peux pas, il y en a partout. Bon, voilà cette cohabitation entre acteurs vivants différents. C'est bizarre, hein, moi qui fais une approche par l'usage, donc par la personne, j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui va être très difficile à régler, surtout dans les transitions où on rentre maintenant, à partir de maintenant, pendant peut-être plusieurs décennies, dans un moment où on va hésiter entre du transport massifié et du transport individualisé. Voilà. Ce moment de transition va être très difficile à gérer. Et justement, c'est vrai qu'on parle de grandes villes, c'est tout à fait vrai parce que c'est congestionné, mais on a aussi cette envie, David, de pouvoir relier des endroits qui sont finalement un petit peu désertés également. Donc il y a ces deux problématiques, on est vraiment entre deux. Il va aussi falloir faire confiance aux utilisateurs, notamment dans le cadre de Flexi. Ouais, moi je pense que c'est, dans un premier temps, ça va être assez partitionné en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment des zones blanches où on n'a pas Merci. On a des zones blanches où on n'a vraiment pas de solution de transport collectif ou partagé. On parlait du temps de l'innovation, je pense qu'il y a une urgence, donc on n'a pas tellement le temps d'y réfléchir, il faut simplement l'approcher proprement. Il faut essayer de faire pas cher, d'aller vite, de répondre aux besoins, les premiers besoins. Se laisser le temps aussi sans doute d'avoir une solution commercialisée qui peut évoluer, s'améliorer dans le temps. Mais notre responsabilité, c'est de réussir à mettre quelque chose sur ces lignes ou dans ces territoires qui n'ont pas de solution de transport le plus rapidement possible. Et c'est pas simplement pour lutter contre les gens qui sont seuls dans leur voiture, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas de voiture aussi de pouvoir se déplacer et pouvoir avoir accès à cette mobilité sur leur territoire. Après, oui, forcément qu'on va être sur des marchés de niche. Alors, tout est relatif. Il y a 20% de la population française qui vit à la campagne. Il y a 40% finalement du territoire qui est plutôt en zone peu dense. Le marché, il est énorme, et il n'est pas seulement en France. Ces problématiques, elles sont communes à tous les pays, au moins européens déjà. Donc, simplement, le marché, il est éclaté. Donc, c'est vrai que à Paris, quand on voit des RER qui transportent plusieurs centaines de milliers de personnes à la journée, sur certaines lignes, on va être sur des lignes où il y a moins de 500 voyageurs à la journée. Et quand vous regardez un TER dans la région des Pays de la Loire, comme ici, c'est 50 000 personnes transportées dans tous les TER qui circulent sur la journée. Donc on est vraiment sur des volumes, des potentiels de trafic qui sont beaucoup plus réduits. Mais ça nous oblige justement à réfléchir à des solutions pas chères, et ça nous force aussi à réfléchir à de la mixité des usages. Je pense qu'on est tous en train de réfléchir, les opérateurs de mobilité aujourd'hui,
on essaye de voir comment dans un même mobile, on peut faire à la fois du transport de voyageurs et du transport de marchandises ou de fret léger ou de micro-fret. Donc ça nous oblige aussi à réfléchir à la modularité des espaces, à la manière d'exploiter différemment aussi nos matériels. Effectivement, tout à fait. Si vous avez des questions d'ailleurs dans la salle, n'hésitez pas. Je voulais aussi évoquer finalement, voilà, on l'a dit, Flexi. Alors c'est d'ailleurs une entreprise Mancel qui a décroché. Frédéric est ici. Voilà, parfait, impeccable. Ce partenariat. C'est aussi important de pouvoir fluidifier l'ensemble. Est-ce que la Covid, est-ce que la situation mondiale a changé quelque chose dans le sens où beaucoup de gens sont maintenant en télétravail? Est-ce que on a pris ça en compte dans les transports aussi en se disant ça va un petit peu se régler aussi de manière autonome, ou est-ce qu'on n'y pense pas du tout et on reste focalisé sur les solutions à trouver idéales? Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Je pense que le Covid a bouleversé la donne. En ce qui nous concerne, on a remarqué, notamment en Île-de-France, qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une forme de crainte de retourner dans un transport public. Et il y a eu une demande, que ça soit du vélo ou du scooter, au déconfinement, qui a été énorme. Aujourd'hui, il n'y a pas un marchand de vélo à Paris qui a un vélo à vendre. Il n'y en a plus. Et les vélos sont en liste d'attente. Donc il y a eu vraiment beaucoup de crainte de ce côté-là. Je crois que c'est en train un petit peu de revenir à la normale. Ce que je peux dire, c'est que sur un plan économique, l'équation de financement des transports des villes denses est totalement percutée. C'est-à-dire que nous avons quand même un financement qui vient de la puissance publique à travers Île-de-France Mobilité. Vous avez entendu le bras de fer entre Île-de-France Mobilité et l'État. Mais dans un régime revenu normal, nous n'aurons plus les 100% de voyageurs qu'on avait avant. Or, on était équilibré en ayant les 100%. Donc ça veut dire qu'il faut revoir toute l'offre. Est-ce que ça veut dire qu'on va diminuer la fréquence sur certaines lignes de métro, de bus? Ça va pas être simple de le négocier avec les collectivités territoriales. En tout cas, économiquement, c'est percuté. Donc, pour l'instant, on est dans une situation où on fait tout pour bien traverser le tunnel et sortir sain et sauf. Mais dans d'autres pays où il n'y a pas d'aide publique, par exemple les collègues japonais de JR East, qui est la grande compagnie ferroviaire du nord du Japon, avec lesquels on est en partenariat, ils n'ont pas eu un seul yen de l'État. Donc comment ils s'en sortent? Ils avaient beaucoup de réserves, c'est vrai, mais à un moment donné, il va falloir que les modèles se modifient. Et un des facteurs qui est peut-être commun aux deux roues, aux transports locaux ou aux transports de masse, c'est vraiment l'obsession d'atteindre la façon dont l'utilisateur utilise bien quelque chose. C'est-à-dire que on ne peut plus continuer à imaginer que il faudra que un voyageur fasse ci, fasse ça. Il faut vraiment faire de telle sorte que les systèmes que l'on met en œuvre atteignent les usages. Je vous donne un exemple complètement idiot qui va peut-être vous faire rire. Est-ce que vous avez pris un Uber en arrivant à Roissy à 22h30 ? Vous avez une plaque d'immatriculation, ça veut dire que c'est une Passat noire. Et puis vous avez 10 personnes qui regardent les plaques d'immatriculation. C'est quoi ça ? C'est du 21e siècle. Qui a pensé à l'usage ? Les taxis à Milan, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Milan, vous demandez un taxi à l'hôtel, Alpha 03. Bon, en fait, il y a un système à Milan qui fait que quand le concierge demande un taxi, en fait, on lui donne un code qui est affiché. Il y a un petit code qui est affiché sur le véhicule et vous reconnaissez l'Alpha 03. Donc, c'est rien du tout, ça. Mais il faut réintroduire l'obsession de la façon dont l'utilisateur va percevoir les solutions. Il y a 2 mots en anglais qui sont très forts. Je ne sais pas si... le fait de ne pas les avoir en français pose un problème. Le premier, c'est evidencing, rendre les choses évidentes, qui va avec affordance,
créer des systèmes, des objets qui provoquent l'usage de façon naturelle. À chaque fois, vous savez, il y a 40 ans, un des premiers trucs que j'ai demandé, quand ils ont mis des boutons poussoirs pour ouvrir les portes des bus à 3 portes, je les ai fait mettre de rouge à vert. Ils étaient rouges. Donc, il fallait ouvrir sur le rouge pour faire ouvrir la porte. Parce que la machine s'allumait, donc ça veut dire on. Il fallait que ce soit rouge. Je dis, mais non, il faut que ce soit vert. Vous voyez le truc? Ce détail-là? Bon, aujourd'hui, je pense qu'on continue à faire régulièrement ce genre d'erreur. Donc, pour moi, je pense que c'est une obsession à transmettre à tous les métiers. C'est l'obsession de la perception par l'utilisateur final. Alors, on est dans la mobilité ici aujourd'hui, mais je voudrais parler de communication. Est-ce que c'est pas la communication la clé? Parce que là, ces problèmes que vous évoquez, je pense que toutes les entreprises les ont. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vraie coordination, j'allais dire, entre les différentes entreprises? Alors même si on est dans un contexte de concurrence, hein, on le sait, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir des syndics, comme on sait en copropriété, on l'a évoqué tout à l'heure, des choses qui puissent exister entre les entreprises? Je sais pas, je lance peut-être quelque chose, mais voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. On a un syndic. On a un syndic, c'est l'autorité organisatrice des mobilités. Donc on est au garde à vous quand on est dans le cadre du service public et qu'on exploite un service de transport collectif de voyageurs. Donc ça peut être la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité, ça peut être n'importe quelle autre région en province. Mais cette articulation entre les différents exploitants, c'est le travail de l'autorité organisatrice. Donc ça existe quand même. Mais on a une concurrence, on le sait dans ce contexte. Donc finalement, on n'a pas d'open source. On sait que l'innovation dans l'open source, ça va beaucoup plus vite forcément, parce que l'union fait la force, comme les Belges l'ont bien compris. Je dirais que l'autorité organisatrice est une force du système européen. Il y a des villes où il n'y a pas d'autorité organisatrice et où finalement vous avez la jungle en matière de transport dans les villes, où c'est celui qui raccorde tout, c'est le pauvre utilisateur. Donc on a ça. Mais la granulométrie de son approche est peut-être pas assez fine. Donc notamment dans les lieux, dans les grands lieux, cette question d'absence de gouvernance est vraiment un problème. On s'est beaucoup posé la question à l'UITP sur la question, et cette phrase finalement a conduit à beaucoup d'heures de réflexion. Comment est-ce qu'on peut réaligner les gouvernances sur l'expérience client? Parce que les frontières de nettoyage, de balayage, les frontières de signalétique, les changements de lumière, les différences de planning de rénovation entre tel ou tel espace, c'est infernal pour l'utilisateur qui passe d'un endroit à l'autre. Donc le fait de ne pas faire exister ces objets qui sont ces pôles d'échange comme des objets est un problème. Actuellement, je peux vous dire qu'on est en train de travailler avec la Commission européenne pour qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils puissent réorienter les budgets sur les projets nobles dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui ont une approche globale, holistique, comme diraient les Anglais. Yamaha, par exemple, a cette envie justement de changer les choses. On l'a vu avec cette vision, et ça c'est très positif. Est-ce que finalement dans les villes, on a des choses à mettre en place pour les utilisateurs donc de 2 roues, comme on l'a vu pendant la période de confinement ou de déconfinement avec des voies cyclables qui ont été créées, mais ça a créé un petit peu de dysfonctionnement finalement. Comment on voit les choses chez Yamaha notamment? On les voit avec beaucoup de distance parce que en fait on se rend compte qu'il n'y a pas que le produit qui compte. Il y a le produit, donc on est une société d'ingénieurs, donc on développe des nouveaux produits, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a la façon de le consommer, la propriété ou le partage. Donc tout ça, ça change beaucoup la donne. Surtout à Paris, dans une ville où les gens ont du mal aujourd'hui à se garer. Ça va être encore plus compliqué demain. On nous emmène vers le véhicule électrique, mais la ville, malheureusement, n'a pas mis des bornes. Or, je me vois mal tirer une rallonge à mon 6e étage pour pouvoir charger mon véhicule. Donc, tout ça fait que, par exemple, les offres
de sharing, les sociétés de sharing sont là. Elles font un très bon travail, elles offrent quelque chose. Je pense que c'est hyper important sur la multimodalité. Une fois de plus, on parlait tout à l'heure du syndicat, mais et Monsieur Kaminaga, il nous l'a montré avec l'application de la RATP, mais vous avez aussi d'autres applications qui aujourd'hui, quand vous partez d'un point A à un point B, sont des agrégateurs de mobilité. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Je l'utilise au quotidien pour me dire, je suis là, je vais là, qu'est-ce qu'on me propose? Comment je peux y aller? Et là, le système me calcule en me disant, en effet, tu marches à pied jusqu'à la station Intel, tu prends le métro, la ligne 2, tu descends à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, tu prends un scooter et tu vas à Neuilly. Et ça se passe en tant de temps, donc ça me calcule le prix si je veux, ça me calcule le temps, ça peut calculer beaucoup de choses. Et là où je partage, vous parlez beaucoup d'expérience client, je crois que ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que la mobilité, c'est pas qu'une notion spatio-temporelle, quoi. Il s'agit pas simplement de se dire faut aller de là à là. Il faut que ça reste un moment agréable. On peut continuer quand même à se déplacer avec du plaisir. Et la notion de plaisir, elle va être hyper importante parce qu'aujourd'hui, je pense, comme vous parliez tout à l'heure de votre chauffeur de bus, je pense que certaines personnes qui font 1 ou 2 kilomètres dans Paris en vélo, c'est pas forcément un moment de plaisir. Donc il va falloir repenser toutes ces choses-là pour garder la notion de plaisir. Il faut que ce moment-là, ce moment de transport, donc que ça soit par le design, que ça soit par l'expérience qu'on vit à l'intérieur d'un véhicule, des véhicules automobiles demain semi-autonomes, autonomes, on se rend bien compte qu'on essaye de faire en sorte que ça soit pas simplement une fonction, se déplacer, aller d'un point A à un point B dans un délai. En même temps, on essaye d'apporter beaucoup de choses, d'amener d'autres valeurs et que ça soit un moment de plaisir. Et une de ces solutions, c'est de réutiliser l'existant finalement. C'est ce qui est utilisé avec Flexi. C'est la problématique parce qu'on pourrait tout détruire et reconstruire. Alors ça prendrait trop de temps et trop d'argent. Mais c'est vraiment le défi en fait. Réutiliser des choses qui n'étaient pas finalement pensées pour tel ou tel usage. Et ça, c'est quand même pas forcément simple. Ouais, Flexi, c'est un système. Donc, on a un mobile qu'on met sur des rails et il faut superviser l'ensemble. Donc, c'est vraiment, on essaie de construire un système plus globalement. Et effectivement, on a des voies en mauvais état. On essaye de trouver le moyen de les réutiliser en l'état. Et puis, plutôt que de faire revenir les vieilles solutions ferroviaires sur le rail, on essaye d'aller puiser dans le monde automobile, dans l'aéronautique, parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent très très bien, tous les systèmes d'aide à la conduite, tous les systèmes de géolocalisation, localisation tout court, quelques modules de conduite autonomes aussi ou automatisés. Donc c'est ça aussi le défi, c'est essayer de faire un petit peu de fertilisation croisée entre différents secteurs d'activité, différents secteurs de l'industrie pour faire une sorte d'engin hybride qui permettent de répondre à ces usages. Et c'est le lien direct avec ce que l'on disait tout à l'heure. Le marché, certes il est grand, mais il est très disséminé, donc ça va quand même être des petites séries. Donc on peut pas confier ces grands projets à des grands constructeurs. On serait allé voir Alstom ou Bombardier pour leur parler d'un Flexi, voire même d'un Drezy, notre petit train à 30 places assises. Ils ne prennent pas, c'est trop petit pour eux. Et ça devient très gros pour des constructeurs mid-size où là c'est des gros projets et on a toute l'énergie et on a ces pas de côté qui nous permettent d'aller plus vite et de ne pas être forcément très, encore une fois, à vouloir mettre le produit qui est définitif sur le marché au moment où le service commercial se lance. Nous, on croit beaucoup au fait que le produit va pouvoir évoluer et qu'on va pouvoir le tester aussi avec les utilisateurs pour encore l'améliorer dans les années qui suivront sa mise en service. Et l'optimisation, évidemment. Et après, je passe la parole à Robert, j'ai bien vu. Yo Kaminagai, Monsieur Kaminagai, c'est vrai que l'optimisation, est-ce qu'elle est finalement compatible avec le plaisir, comme on évoquait, le plaisir de l'expérience utilisateur? Parce que dans Flexi, il faudra remplir ces 9 places. Dans le projet que vous nous avez proposé, quand il y a 3 places de dispo alors qu'on a 5 personnes, comment est-ce qu'on fait pour optimiser tout en rendant l'expérience quand même encore agréable? C'est une question de responsabilité entre ceux qui proposent l'offre,
qui doivent être, s'ils se comportent bien, qui seront respectés et qui provoqueront de la conformité en matière de comportement, et puis une responsabilité individuelle. En vous écoutant, je me disais, tiens, je suis égoïste à parler tout le temps de mes villes, alors qu'il y a toute la campagne. Mais en fait, vous avez dit un mot qui rend les choses communes. Vous avez parlé de système. Et effectivement, une ville, c'est un système très intelligent, où les gens ont décidé d'être ensemble pour échanger et pour faire avancer les choses plus vite, où le 1 + 1 égale plus que 2. Donc les villes, elles provoquent réellement une prise de conscience d'une perspective, d'un contexte qui est très obligeant. Peut-être vous avez vu la raison d'être de la RATP qui a été révélée en début d'année, qui montre un double glissement. La phrase, c'est « Chaque jour, nous contribuons à la qualité de ville ». Nous voulons la qualité de ville. D'abord, avec ce mot « qualité de ville », QV, en fait, on invente un nouveau mot. Parce que je l'avais jamais vu écrit comme ça. J'y suis pour rien, hein. J'ai participé, mais j'ai pas du tout participé à l'écriture de cette raison d'être. Mais en provoquant de la qualité de ville, ça veut dire on n'est pas dans le transport, on est déjà dans la mobilité urbaine. On n'est pas dans la mobilité urbaine, on est dans la ville. Donc, quand on dit qu'on veut générer de la qualité de ville, c'est pas que de la mobilité, c'est également tout le reste qu'il faut faire. Et quand vous parlez de comportement, je retombe sur mes pieds par rapport à votre question, c'est qu'on se dit que on peut demander au public de faire acte d'allégeance à un certain nombre de règles. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand vous prenez le métro, vous respectez des règles qui sont totalement digérées. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous marquer. Vous avez vu que j'étais d'origine japonaise, je suis né en France, mais les visiteurs japonais me disent tout le temps « Ah, en France, vous tenez les portes ». C'est vrai qu'au Japon, j'ai reçu des portes sur le nez, quoi. Bizarrement, dans le métro aussi, c'est pas qu'on tient les portes, mais au passage des contrôles, les vieux contrôles, il est courant de tenir ce portillon à ventaille pivotant atroce, là. Il est tellement atroce que vous le tenez pour le suivant. Il y a des rituels comme ça, où des gens qui peut-être certainement ne feraient pas leur vie ensemble, ils acceptent de cohabiter dans un véhicule de 15 mètres de long pendant un certain nombre de minutes. Donc on sait bien que on peut provoquer par un système qui fonctionne des allégeances positives à un mode de fonctionnement collectif. Donc c'est ça qu'il faut reconstruire. Bien, en tout cas, ce sont des choses positives. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Si vous avez des questions, mais nous on continue, hein, si vous n'avez pas de questions. Ah si, Robert d'abord et ensuite monsieur. Robert, je te laisse la parole. Oui, alors moi j'avais une question plus large, peut-être aussi pour faire le lien avec la prochaine présentation de David Carvalho. C'est de se dire, 2030, tout est déjà acté. En fait, c'est dans tous les programmes sont déjà, on a vu chez Yamaha, mais en fait tous les grands groupes, c'est déjà acté. On sait que c'est la digitalisation, la robotisation qui va être assez mature, en fait, qui arrive à maturité sur des produits série. Mais c'est quoi les tendances ou les signaux faibles plutôt pour les 10 années après, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore acté, mais qui émerge plutôt pas mal et qui vous titille ou qui vous questionne, on va dire, sur le transport, qui soit individuel, public, partagé. Moi, 2030, ça me fait déjà un gros morceau à avaler. Hein. Mais je crois que un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mondial, a forcément 2030 en ligne de mire. Puis après, parce qu'on sait qu'il y a une chose qui va arriver sur l'ensemble de la planète, c'est qu'en plus on est 7,5 milliards aujourd'hui, puis on en sera, la trajectoire elle est aux alentours de 9. Donc ça veut dire que ça va faire beaucoup de gens qui vont vouloir se déplacer, parce que la mobilité c'est quand même quelque chose, à partir du moment où on sait marcher, on veut se déplacer, donc tout le monde veut sa part du gâteau. Je veux dire, cette liberté de pouvoir bouger, donc ça a forcément des impacts. Il faut que la technologie, quand vous voyez la trajectoire qui est donnée par le ministère de l'écologie, par les Nations Unies, par la Commission européenne, qui est de réduire l'impact carbone de tous les déplacements pour arriver à une neutralité carbone en 2050, en fait, vous vous rendez compte qu'il faut que les systèmes
que l'on va mettre en place, les offres que l'on va mettre en place, les véhicules qui vont être mis en place, la façon de les consommer, réussissent en plus à compenser l'augmentation de population. Donc ça veut dire que dans l'équation qui est déjà complexe, on met en plus une variable qui, elle, va continuer de croître. Oui, c'est vraiment la difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de télétravail et ça peut peut-être aider justement. Alors monsieur, on va faire sans micro. Bon, c'est pas grave. C'est extraordinaire de voir cette évolution de sa finance sur le passé. Et ça avait une question qui est pour monsieur de la RATP. Ce que fait la SNCF, le projet paraît quand même complexe pour la SNCF. Me paraît complexe. La RATP, je donnerai juste un exemple, je pense, pourrait s'en inspirer sur un cas très simple. Aujourd'hui, je suis toujours surpris de voir des bus articulés à partir de 20h le soir en banlieue parisienne où il y a 3 personnes à l'intérieur. Alors, j'ai pas vérifié, il roule sûrement au gaz, mais vu le poids qu'il fait, transporter 3 personnes, c'est pas optimum. Qu'en pensez-vous? C'est la conséquence d'un choix économique de fonctionnement qui est actuel, qui est de ne pas changer le matériel pendant la journée. Je sais que d'autres réseaux font d'autres choix en passant à des véhicules plus petits en période plus creuse. C'est sûr que nous pourrions le faire. Maintenant, ça n'a pas encore été décidé, mais il y a également la question de l'adaptation technique de nos lieux qui sont cachés des voyageurs, qui sont les dépôts, où ils sont tellement bourrés que lorsque on doit rentrer un véhicule de jour pour sortir un véhicule de soir, c'est pas toujours évident à un certain moment donné. On n'a pas du tout de marge de manœuvre. On fonctionne vraiment en low cost en fait en matière d'espace. Donc certaines fois des choix sont peut-être possibles, mais lorsque cette adaptabilité n'est qu'une exception, on la met pas en œuvre. Bon, peut-être que dans une pression plus forte future, dans l'appel d'offres d'Île-de-France Mobilité, puisque vous savez peut-être d'ici 2025, tout le réseau de la RATP va être mis en concurrence. Donc vous allez peut-être avoir First Group qui va gérer une partie du réseau parisien. Incroyable, mais vrai. Nous, on espère que c'est pas vrai, hein. Mais comme la SNCF par rapport à ces TER. Et on s'y prépare d'ailleurs. Ça veut dire que ce genre d'optimisation économique, effectivement, va devoir être traité de façon tout à fait fine. D'ailleurs, pour cela, la RATP a créé une filiale qui s'appelle RATP Cap Île-de-France, qui se veut être le lieu de convergence de l'excellence de l'EPIC, c'est-à-dire la maison mère, et de RATP Dev, qui a eu plein de succès à l'international avec du low cost puissant. Voilà. Donc Cap Île-de-France est la réunion des deux cultures. C'est un peu une pirouette par laquelle je vous réponds en disant c'est une bonne idée, il faudra certainement y penser, mais aujourd'hui elle n'est pas encore en œuvre. Il y a aussi le côté optimisation, j'y tiens, hein, mais sur l'expérience utilisateur. Est-ce que ça peut pas faire peur? Alors, on a parlé de moto tout à l'heure, où ça faisait peut-être peur de prendre un 2 roues pour une question de chute. Est-ce que ça fait pas peur aussi de se dire, je pars de chez moi et je ne sais pas si j'aurai alors un scoot libre ou un outil partagé ou un flexi? Est-ce que ça peut pas rebuter aussi les gens? Comment on peut changer ça? Alors, la mobilité existera, enfin le moyen existera. Maintenant, je reste sur mon côté communication, mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez important. Est-ce que on a des pistes là-dessus? Je pense que nous changeons beaucoup sans nous en rendre compte. D'accord. Nous sommes très adaptatifs dans la façon de nous transporter dans les endroits où il y a une offre dense et variée, où on peut, pendant le cours d'un déplacement, changer de stratégie de trajet. Ça, c'est devenu possible, alors qu'avant, on était totalement aveugle et sourd par rapport à ce qui se passait. Là, on a tout dans un terminal. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça veut dire aussi que il ne faut pas trop
viser le système totalement flexible parce que ça fait perdre des repères à tout un tas de personnes qui ont besoin des repères, des noms de lieux, des noms de lignes, de savoir avant de... Quand on parle de handicap, il n'y a pas que le handicap physique, il y a toutes les personnes qui sont en situation d'agoraphobie, d'angoisse de la foule et également de la foule qui doit vraiment nous conduire dans notre conception pour réussir l'inclusion. C'est pas du tout évident de le faire parce que quand on prend ces lunettes-là, on se rend compte que nos réseaux sont vraiment rudes et qui nécessitent de la part de beaucoup d'utilisateurs des efforts. On aimerait bien atténuer ces efforts-là. Oui, c'est ça, ne pas forcément mettre les gens en dehors aussi ou exclure une partie de la société. C'est sûr que le deux roues, quand on est en situation de handicap, c'est pas non plus très simple. Donc, est-ce qu'on a des solutions? J'ai vu aussi dans la présentation Yamaha qu'il existe beaucoup de types de véhicules. Ça peut être une des solutions d'avoir la multimodalité, justement. Oui, une fois de plus, il faut compter sur l'innovation, il faut être capable d'apporter des solutions, tout prendre en compte, répondre à toutes les attentes. Moi, je crois que la technologie, notamment digitale, va permettre petit à petit de calculer de plus en plus son déplacement et de régler souvent on parle toujours de cette problématique du dernier kilomètre, où on se rend compte qu'on est capable de faire plein de choses avec le réseau SNCF, avec le réseau RATP. On arrive à traverser la France, on fait plein de choses. Et puis, le problème, c'est les 3, 5, 10 derniers kilomètres entre une gare et puis le domicile ou l'endroit où il faut vraiment aller. Donc, la technologie, demain, je pense, grâce à des systèmes type agrégateurs, apporteront. Après, on a des offres de taxis, de véhicules partagés, un bout de Blablacar, un bout de tout ça. Et on a la chance de tous maintenant être connectés. On peut avoir peur, mais normalement, on a tous un téléphone dans la poche et on peut appeler les secours. C'est vrai. Et ce n'est pas qu'un fantasme, pardon, parce que déjà aujourd'hui, sur une appli qui s'appelle Bonjour RATP, mais il y en a d'autres, quand vous demandez un itinéraire, vous l'avez peut-être en métro ou en bus, ou en Vélib plus métro. C'est une des offres, elle est en bas de tableau, mais il y a soit le Vélib en entier, soit même un Uber en entier, qui s'appelle pas Uber, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a aussi Vélib plus métro qui est offert avec le prix. Un peu à l'instar des GPS, on adapte le temps ou pas? Quand on est déjà dans le transport, ça pourrait exister, ça? Parce que le GPS nous fait passer par des routes alternatives. Vous ne pouvez pas tout connaître du futur. Ça. Mais bon, la statistique et puis l'analyse massive des données que nous avons nous permet quand même de donner des prévisions qui sont correctes. On a une question dans le public. François Lassard, Fed Consulting, j'ai une question pour Monsieur Bourreau. Je trouve l'idée de Flexi fort intéressante. J'ai noté que le démonstrateur est pour 2024. Pourquoi pas avant? Je sais que c'est pas simple, hein, ça je m'en doute. Et ensuite, quelles sont les prochaines étapes et les prochaines dates? Alors elles sont avant les dates importantes, elles sont maintenant, la semaine prochaine même. On a des partenaires, c'est un projet qui s'est vraiment monté. Donc on est avec Frédéric et ses équipes et le groupe Mila. Ce sera la plateforme automobile qui servira à la conception d'un Flexi. Et puis on a un Michelin pour la roue double fonction. Donc les partenaires sont là, le budget il est là. On concourt à un appel à projet de l'État pour pouvoir financer le projet. Et après, ça va partir pour nous amener sur les échéances que vous avez rappelées tout à l'heure, en tout cas celle de 2024, qui est un démonstrateur sur une ligne pilote en région. Parfait, merci beaucoup. Je prends une dernière question, puis ensuite on aura donc la conférence de Monsieur David Carvalho. Bonjour. Moi, j'ai une question qui vous avez déjà commencé à répondre par rapport en fait à l'opposé de la mobilité, c'est-à-dire la mobilité réduite. J'ai un fils polyhandicapé, donc en fauteuil roulant.
C'est vrai que si je suis au Mans, je prends le tram, je vais à la gare, c'est facile. Mais lorsque j'arrive à Paris, là, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est vrai, comme vous avez un petit peu décrit avant, le handicap, ce n'est pas que le handicap physique. Effectivement, il y a toute une population avec des troubles autistiques, entre autres, qui vont avoir pas mal de problèmes dans les transports en commun pour la lumière, le bruit, la promiscuité et tout ça. Mais par rapport à l'accès physique, c'est vrai que ça reste quand même très très compliqué en France d'utiliser des transports en commun. Et on parle pas de, comment on dit, de panne également, parce qu'on pense à des choses dans les stations et tout, mais quand c'est en panne, on arrive devant l'ascenseur, c'est bien embêté. Ça dépend lesquels. Si vous prenez le tram, vous n'aurez pas de problème. Bon, le tram ne va pas partout, mais comme les trams français sont apparus après, pour beaucoup après la loi de 2005, mais bon, même avant, le plancher bas a été adopté. D'ailleurs, le premier tram moderne français de Nantes était à plancher haut. Et c'est Grenoble en 87 où Alain Carignon, qui a dû mettre en service le tram alors qu'il n'avait pas, il n'en voulait pas au départ, mais il a hérité d'un projet qui avait été voté par Hubert de Bedou, son prédécesseur, a fait appliquer par Charles Descours, le président du SMTC, la volonté politique de mettre un plancher bas. Donc, effectivement, le tram permet un accès facilité. Le métro lui-même, c'est une autre affaire. Un métro comme celui de Paris, celui de Londres, fabriqué en tube, provoque pour une mise en accessibilité verticale un coût faramineux, au moins de 2 milliards sur le réseau existant, et des fermetures de lignes pendant peut-être plus d'1 an. Donc c'est absolument pas solvable. La mise en accessibilité de la station La Motte-Piquet-Grenelle sur la 8 et sur la 10, c'est l'éventrement de l'avenue de la Motte-Piquet pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la mise en accessibilité physique sur tous les tronçons neufs sont obligatoires par la loi. À la demande de la mairie de Paris, on a fait une grosse étude sur la ligne 6 qui est en partie aérienne. C'est très difficile à mettre en œuvre parce que si vous voulez, quand vous allez sur la ligne 4 qui va être prolongée à Montrouge, vous pouvez rentrer en fauteuil roulant, mais vous ne pouvez aller qu'à Porte d'Orléans. Après, bon, je ne sais pas comment on vous sortira si jamais il y a un problème. Et puis, il y a un autre sujet qui est de marier l'obligation d'accessibilité et l'obligation d'évacuation en cas de problème. Moi, j'aimerais bien savoir comment les réseaux qui sont totalement accessibles ont des stories, on va dire ça comme ça, d'évacuation en cas de problème. Vous avez rappelé peut-être, on a eu sur des lignes automatiques des évacuations à faire. On s'en est sorti par la solidarité de tout le public. 12 000 personnes évacuées, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est pas les fauteuils roulants, c'est les personnes avec des grosses valises, des personnes qui se déplacent difficilement. Donc, c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire la promesse de rendre le métro de Paris totalement accessible, si ça était votre question sous-jacente. Le RER, il est devenu. Mais c'est vrai que dans 40-50 ans, on pourra se poser la question de la raison pour laquelle le métro de Paris ne l'est pas, alors que le métro de Vienne, qui n'est né qu'en 1977 et qui aura 80 ans d'âge, pourquoi il l'est, lui? Mais parce que l'histoire fait qu'à un moment où ces réseaux ont commencé à être constitués, ces spécifications n'étaient pas là. Oui, puis j'allais en parler justement, et ça sera vraiment la dernière question, mais j'allais en parler, c'est vrai, à Vienne, à Berlin, je pense que c'est une autre façon de penser les choses. On a un quai central, et donc on peut arriver facilement,
et être dispatché. Bon, enfin en tout cas ça soulève pas mal de questions plus pratiques, plus terre à terre, mais enfin en tout cas on a aussi ces questions-là. On sent la difficulté donc justement de mêler le design, les innovations, les différents véhicules. Et rien que là entre nous, on essaye évidemment et on a envie d'avoir de l'espoir. Je voulais pas plomber l'ambiance avec nos questions. Robert, la dernière question et après on passe à la conférence. Je voulais finir par une question un peu bête ou un peu beaucoup bête, vous me direz le degré en répondant. L'innovation, c'est aussi prendre des risques à un moment et on sait jamais si on est vraiment dans le bon temps où ça sort. Qu'est-ce qui est le plus frustrant? Ce serait peut-être que la techno n'a pas été au rendez-vous de l'usage que vous aviez imaginé, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu faire le produit exactement que vous aviez en tête, faute de maturité techno, par exemple, ou que votre produit est bien celui que vous aviez imaginé, mais c'est le public qui l'a pas rencontré au moment où vous l'avez sorti, et du coup, on n'a pas pu aller plus loin dans un nouveau projet. C'est une question pour qui? Pour nous trois. Il veut nous mettre en retard. On est toujours frustré parce qu'on voudrait toujours que ça aille plus vite. C'est évident. On sait très bien que aujourd'hui il y a des enjeux qui sont des enjeux vraiment importants. La décarbonation de la mobilité. Donc on voudrait ne pas avoir devant nous tous les obstacles avec les terres rares, on en parlait tout à l'heure avec Marc. C'est évident qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Maintenant, je pense que tout le monde travaille. Je pense que le monde dans lequel on est, il y a la compétition qui fait que accepter la compétition, c'est se mettre en mouvement, c'est pousser dans les dernières limites, quelles qu'elles soient. On est au Mans, on peut pas être au Mans sans parler de compétition. Donc voilà, je pense que tout le monde court, tout le monde essaye d'apporter sa pierre à l'édifice et d'être capable comme ça de relever les défis. Moi, je vais répondre de façon très brève. La pire des frustrations, ce serait d'avoir évacué le sujet de l'acceptabilité de la solution innovante. Et de se dire, on a fait le job d'un point de vue technologique, ça tient la route, c'est sécuritaire. On a regardé la population locale, on a lâché nos experts en sciences cognitives, on a tout bien compris, la solution est géniale et au final on a manqué un truc, c'est que elle ne prospère pas, elle ne rentre pas sur le marché parce qu'il y a un petit élément qui fait qu'on n'a pas confiance. Voilà. Et oui, on en parlait avec Monsieur Kaminaga justement. Moi, je dirais que à partir du moment où on sait parler comme vous le faites, en mariant toutes les disciplines, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je pense plutôt que beaucoup de choses qui ont été tentées ont recueilli l'usage qui était attendu, même qu'on s'est fait dépasser par l'usage. Ça arrive assez souvent, ça. Les réseaux sociaux, c'est peut-être quelque chose... Vous savez que le SMS n'était pas prévu pour faire le SMS, c'était pour que les opérateurs puissent parler aux gens qui avaient un téléphone, c'était fait pour ça au départ. Donc on est souvent dépassé par les usages. En revanche, là où il y a un problème, c'est la solvabilité. C'est pour ça que, vous vous rappelez, dans ma présentation sur Osmose, l'étude d'architecture avait abouti aux 4 premiers mots. C'est nous qui avons rajouté le mot solvabilité. Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, mais si ils ne sont pas tenables économiquement dans la durée, c'est pas la peine de se décarcasser, quoi. Et ce qui me semble très important dans la viabilisation de l'innovation, c'est d'être très conscient du degré de maturité dans lequel on est. C'est-à-dire que si vous introduisez une innovation de maturité faible dans un projet majeur, vous le mettez en risque. Alors il faut monter le niveau de maturité pour que le dérisquage, comme on dit, mot un peu atroce mais tellement vrai, ne soit pas une affaire qui vienne plomber le cours d'un grand projet. Je crois qu'Aramis était plein de maturité insuffisante sur lequel le dérisquage n'avait pas été anticipé. Mais lorsqu'on le fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas.